Le bistrot de la place du marché, niché au cœur d'un village provençal baigné de soleil, était de ces endroits où le temps semblait ralentir. La lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers le feuillage dense des platanes centenaires, dessinant des motifs changeants sur les tables en fer forgé. L'air vibrait du chant des cigales et du doux murmure de la fontaine en pierre moussue qui trônait au centre de la place. À l'intérieur, l'arôme puissant d'un excellent café se mêlait aux effluves beurrés des croissants, qui reposaient, blonds et parfaits, derrière une vitrine impeccable, exposée comme de véritables œuvres d'art. C'était un lieu de rendez-vous pour les professionnels en déjeuner d'affaires et les couples lors de leur premier tête-à-tête, un havre de paix où les conversations semblaient plus sincères et les sourires plus aisés. Léo Dubois était assis à une table dans un coin, à l'écart de l'agitation relative du comptoir. Pour la 3e fois en 10 minutes, son regard se posa sur le cadran de sa montre, un chef-d'œuvre d'horlogerie suisse dont les aiguilles fines semblaient se moquer de son impatience. À 36 ans, Léo incarnait le succès. Ses cheveux châtains foncés, coiffés avec une précision étudiée vers l'arrière, dégageaient son front volontaire. Il portait un costume bleu marine taillé sur mesure, dont le tissu épousait parfaitement sa carrure athlétique. En tant que PDG du groupe financier Dubois, une entreprise qu'il avait héritée de son père et fait prospérer au-delà de toutes les espérances, il était habitué à ce que le monde s'accorde à son propre rythme. La ponctualité n'était pas une courtoisie, mais une exigence fondamentale. Et ce rendez-vous arrangé, ce « blind date », comme disent les Américains, ne faisait pas exception à la règle. Son assistante, une femme d'une efficacité redoutable qui gérait sa vie professionnelle avec la précision d'un général, avait insisté. « Monsieur Dubois, vous devez vous y remettre. » 2 ans s'étaient écoulés depuis son divorce, 2 années de travail acharné et de soirées solitaires dans son appartement parisien aseptisé avec vue sur la Seine. La femme qu'il devait rencontrer, une certaine Chloé Mercier, était une mère célibataire, institutrice de profession. Son assistante avait vanté les mérites de cette rencontre avec un enthousiasme suspect. « Vous avez tous les deux traversé des épreuves similaires, vous pourriez comprendre la complexité de vos vies respectives. » Léo était resté sceptique. Sortir avec des femmes, à son niveau, était un champ de mine. Leurs yeux brillaient souvent davantage à la vue de son portefeuille qu'à la lecture de son âme. Il se demandait si une femme avec ses propres responsabilités, ses propres défis, serait différente. Peut-être. Sortant son smartphone de sa poche, il se plongea dans ses emails, le front plissé par la concentration, une tentative vaine de transformer ce temps d'attente en productivité. C'est alors qu'une petite voix, claire et hésitante, le tira de ses pensées. « Excusez-moi, vous êtes Monsieur Léo ?» Léo releva la tête, ses yeux habitués à scanner des bilans financiers rencontrant une vision tout à fait inattendue. Une petite fille se tenait devant sa table. Elle ne pouvait avoir plus de 4 ans. Ses cheveux blonds étaient noués en 2 couettes espiègles qui dansaient à chaque mouvement de sa tête. Elle portait une robe rose un peu froissée, comme si elle l'avait portée toute la journée pour une grande aventure. Ses petites chaussures étaient éraflées au bout, et elle serrait contre elle un petit sac à dos qui semblait démesurément grand pour sa silhouette menue. « Je suis Léo », répondit-il, la confusion altérant le ton habituellement assuré de sa voix. « Mais je pense que tu te trompes de personne, ma puce. Tu es perdu ? Où sont tes parents ? » Ignorant ces questions, la petite fille grimpa sur la banquette en face de lui avec une détermination surprenante, posant son sac à dos sur la table avec un petit bruit sourd. « Je m'appelle Manon, Manon Mercier. Ma maman devait vous rencontrer aujourd'hui, mais elle est tombée très malade ce matin. Elle a beaucoup de fièvre et elle a vomi. Et Madame Monique Lefebvre, notre voisine, a dit que maman ne devait surtout pas sortir de la maison, alors je suis venu à sa place. » Léo la dévisagea, son cerveau d'analyste financier luttant pour traiter cette information absurde. « Tu es venu à sa place. Manon, comment es-tu arrivé jusqu'ici ? » J'ai pris le car. Maman me prend parfois dans le car alors je sais lequel va jusqu'à la place du marché. Et j'ai l'adresse que vous avez envoyée à maman sur ma tablette. Elle ouvrit son sac à dos et en sortit une tablette pour enfants, dont la coque en plastique rose était légèrement cabossée. Regardez, j'ai tous les messages. Léo sentit une vague de panique mêlée d'incrédulité le submerger. Cet enfant de 4 ans avait traversé la campagne normande, seul, pour l'informer que sa mère était malade. C'était un voyage de plusieurs heures, avec des correspondances. L'idée même était vertigineuse. « Manon, est-ce que ta mère sait que tu es ici ?» Le visage de Manon s'assombrit. « Non,
elle dormait. Les médicaments l'ont fait dormir très fort. Mais je ne voulais pas que vous attendiez et que vous pensiez que maman ne voulait pas venir. Elle était tellement contente de vous rencontrer. Elle a acheté une nouvelle robe et tout. Elle est juste tombée malade et elle ne pouvait pas venir. Alors, j'ai pensé que je devais vous le dire. L'esprit de Léo tournait à plein régime. Une enfant de 4 ans avait pris les transports en commun seule pour délivrer un message parce que sa mère était trop malade pour téléphoner. Cela témoignait soit d'un jugement parental incroyablement défaillant, soit d'un niveau de désespoir et d'ingéniosité à la fois alarmant et profondément touchant. Manon, il faut que tu me donnes ton adresse tout de suite. Nous devons te ramener à la maison et nous assurer que ta mère sait que tu es en sécurité. Vous êtes fâché contre moi? Demanda Manon, ses grands yeux bleus s'emplissant de larmes qui menaçaient de déborder. Je voulais juste aider. Maman est si triste ces derniers temps, depuis que papa est parti. Elle doit beaucoup travailler et elle n'a pas d'amis avec qui sortir. Quand elle a reçu le message pour vous rencontrer, elle a souri pour la première fois depuis une éternité. Je ne voulais pas que vous pensiez qu'elle s'en fichait. Léo sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant, à peine en âge d'aller en maternelle, essayait de prendre en charge le bien-être émotionnel de sa mère. Il adoucit sa voix. Je ne suis pas fâché contre toi, Manon. Je suis inquiet. Ce que tu as fait était très courageux, mais aussi très dangereux. Tu aurais pu te blesser ou te perdre. Mais pour l'instant, le plus important est de te ramener à la maison en toute sécurité. Peux-tu me dire où tu habites? Manon récita une adresse dans un hameau de Normandie que Léo savait être à plusieurs heures de route de là. Il sortit immédiatement son téléphone et composa le numéro de son chauffeur. Stéphane, j'ai besoin de vous au bistrot de la place du marché immédiatement. Nous avons une situation. En attendant, Léo commanda un chocolat chaud et une crêpe au sucre pour Manon. Elle les accepta avec une gratitude si sincère qu'il en déduisit que de telles friandises n'étaient pas monnaie courante dans sa vie. Parle-moi de ta maman, dit Léo, essayant de garder Manon calme tout en rassemblant des informations. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est maîtresse. Elle apprend aux petits-enfants comme moi à lire et à écrire. Elle travaille très, très dur. Parfois, elle ramène du travail à la maison et reste debout tard le soir pour corriger des cahiers. Elle dit que c'est important d'être maîtresse, parce que ça aide les enfants à avoir une vie meilleure. Et ton papa? Le visage de Manon se voila. Il est parti il y a 6 mois. Il a dit qu'il ne voulait plus être marié et qu'il voulait aller vivre avec sa nouvelle copine. Maman a beaucoup pleuré après son départ. Elle essaie de le cacher, mais je l'entends parfois, la nuit. Léo sentit une colère sourde monter en lui contre cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. Quelle sorte de personne pouvait abandonner une famille comme celle-là? Sa voiture, une berline noire et luxueuse, se gara silencieusement devant le bistrot, créant un contraste saisissant avec les façades colorées du village. Léo aida Manon à rassembler ses affaires. En marchant vers le véhicule, il fut frappé par sa petite taille, par sa vulnérabilité. Le fait qu'elle ait accompli ce voyage seule était à la fois remarquable et profondément troublant. Stéphane, nous allons à cette adresse, dit Léo en donnant la localisation de Chloé Mercier. Et s'il vous plaît, conduisez prudemment. Je ne veux pas effrayer ma passagère. Manon s'assit à côté de lui sur la banquette arrière en cuir souple, serrant son sac à dos et sirotant son chocolat chaud. Votre voiture est très grande parce que vous êtes très riche? Demanda-t-elle avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Léo esquissa un sourire. Je m'en sors. J'ai beaucoup travaillé et j'ai eu de la chance. Maman dit que les gens riches sont souvent méchants parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent. Mais vous n'avez pas l'air méchant. Vous m'avez acheté une crêpe. Ta maman a probablement fait de mauvaises expériences avec certaines personnes. Mais l'argent ne rend pas quelqu'un bon ou mauvais. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais et comment tu traites les gens. C'est ce que maman dit aussi, qu'il faut bien traiter les gens. Elle dit que peu importe si on est riche ou pauvre, ce qui compte, c'est d'être gentil. Elle est très gentille. Elle aide nos voisins, et elle donne toujours de la nourriture aux sans-abri. Et elle est bénévole à l'église même quand elle est très fatiguée. Léo se construisait une image de plus en plus précise de Chloé Mercier, une enseignante dévouée, abandonnée par son mari, luttant pour joindre les deux bouts, mais qui donnait encore la priorité à la gentillesse et au service des autres. Et, d'une manière ou d'une autre,
elle avait élevé une fille assez courageuse et aimante pour traverser la région afin de protéger les chances de bonheur de sa mère. Ils arrivèrent à l'adresse indiquée par Manon. Il s'agissait d'un ancien corps de ferme en pierre, reconverti en quelques appartements modestes, dans un hameau qui avait clairement connu des jours meilleurs. Le bâtiment était ancien, la peinture s'écaillait par endroits, mais l'entrée était propre et quelqu'un avait planté des géraniums dans des pots près de la porte. Quel étage, Manon? Le 3e. Appartement 3B. Ils montèrent un escalier en bois qui craquait sous les pas de Léo, et Manon utilisa une clé sortie de son sac à dos pour ouvrir la porte. L'appartement était petit, mais impeccablement rangé. Il était meublé avec ce qui était de toute évidence des meubles de seconde main, chinés avec soin et disposés avec goût. Les dessins d'enfants de Manon couvraient un mur entier, une explosion de couleurs vives, et des photos de famille dans des cadres bon marché montraient une Chloé souriante avec Manon à différents âges. « Maman » appela Manon. « Maman, je suis rentrée. » Une femme émergea d'une des chambres, et le souffle de Léo se coupa. Elle était magnifique, malgré son état lamentable. Fiévreuse, échevelée, elle portait un pantalon de jogging et un vieux t-shirt d'université. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Son visage était pâle, et elle se déplaçait avec la lenteur précautionneuse de quelqu'un de très malade. « Manon, mais... Mon Dieu, où étais-tu » La voix de Chloé était rauque, un mélange de maladie et de panique grandissante. « Je me suis réveillée et tu n'étais plus là, j'ai crié ton nom partout. » Et puis elle vit Léo, debout dans l'embrasure de sa porte, et la confusion s'ajouta à la panique sur son visage. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison avec ma fille? » « Maman, c'est Monsieur Léo, l'homme que tu devais rencontrer aujourd'hui. Je suis allé lui dire que tu étais malade pour qu'il ne pense pas que tu ne voulais pas le voir. » La couleur quitta le visage déjà blême de Chloé. « Tu as... » « Quoi, Manon? Tu es allée jusqu'à la place du marché toute seule? Est-ce que tu as la moindre idée du danger que c'était? Tu aurais pu être blessée, ou perdue, ou... » Elle vacilla légèrement et Léo s'avança instinctivement pour la soutenir. « Mademoiselle Mercier, vous devriez vous asseoir. Vous êtes clairement très malade. » Chloé se dégagea de son contact, bien qu'elle se laissât tomber sur le canapé. « Ça va. Je dois. » « Manon, à quoi tu pensais? Tu sais que tu n'as jamais le droit de quitter la maison sans moi. » « Mais maman, tu étais si excitée pour ton rendez-vous. Tu as acheté une nouvelle robe, tu t'étais coiffée spécialement, et tu as dit que peut-être, cette fois, tu rencontrerais quelqu'un de bien. Et puis tu es tombée malade, et je savais que tu ne pouvais pas y aller, et je ne voulais pas que Monsieur Léo pense que tu t'en fichais, alors j'ai... Manon-Marie Mercier, tu as pris un car toute seule pour traverser la région. Comprends-tu à quel point j'ai été terrifié? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'étais sur le point d'appeler les gendarmes. » Manon se mit à pleurer, et Chloé, malgré sa colère, attira sa fille contre elle. « Ne refais plus jamais, jamais une chose pareille. Tu m'entends? Pardonne-moi, maman. Je voulais juste aider. » Léo se tenait maladroitement dans le petit salon, se sentant comme un intrus dans ce moment d'intimité familiale intense. « Mademoiselle Mercier, je suis Léo Dubois. Évidemment, ce n'est pas ainsi que j'imaginais notre première rencontre. J'ai ramené Manon à la maison dès que j'ai compris ce qui s'était passé. Et je pense que vous devriez savoir que ce qu'elle a fait était dangereux et ne doit absolument pas se reproduire. Mais elle l'a fait par amour pour vous. Elle voulait s'assurer que je sache que vous étiez impatiente de me rencontrer. » Chloé leva vers lui des yeux épuisés. « Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire. Je devais annuler, mais j'étais si malade et j'ai dû m'endormir après avoir pris des médicaments. » Son regard balaya son petit appartement modeste, clairement embarrassé. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que vous voyiez ma vie. C'est mortifiant. Vous êtes malade. Vous n'avez aucune raison d'être embarrassé. J'ai une fille de 4 ans qui pense apparemment qu'il est normal de traverser la région seule pour livrer des messages à des inconnus. Je dirais que j'ai amplement de quoi être embarrassé. Elle a 4 ans. Elle a fait une erreur. Mais, mademoiselle Mercier, le fait qu'elle se soit sentie assez à l'aise pour m'aborder, qu'elle ait été assez articulée pour expliquer la situation, qu'elle ait voulu vous aider au point d'être aussi courageuse. Tout cela témoigne d'une éducation parentale incroyable. Vous avez élevé une enfant remarquable.
Chloé laissa échapper un rire qui se transforma en quinte de tout. Une enfant remarquable qui vient de me faire perdre 10 ans d'espérance de vie aujourd'hui. Maman, je suis vraiment désolé, dit Manon d'une petite voix. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je ne voulais juste pas que tu rates ta chance d'être heureuse. L'expression de Chloé s'adoucit et elle embrassa le sommet de la tête de sa fille. Je sais, mon bébé. Mais mon bonheur n'est pas plus important que ta sécurité. Rien n'est plus important que ça. Promets-moi que tu ne feras plus jamais une chose pareille. Promis. Léo consulta sa montre. Mademoiselle Mercier, quand avez-vous mangé ou pris des médicaments pour la fièvre pour la dernière fois? Je ne sais pas. Ce matin, peut-être. J'ai dormi par intermittence. Avez-vous de la soupe, une baguette? Quelque chose que je puisse vous réchauffer? Chloé le fixa. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Ce rendez-vous était censé être notre première rencontre, et à la place, vous avez été traîné à travers la campagne pour ramener ma fille qui a pris une décision incroyablement stupide. Vous ne me devez rien. Peut-être pas. Mais j'aimerais aider. Et franchement, vous n'êtes pas en état de prendre soin de vous en ce moment, et encore moins de Manon. Alors, laissez-moi me rendre utile. Où est votre cuisine? Je peux me débrouiller, protesta Chloé en essayant de se lever. Mais elle vacilla de nouveau, et Léo la repoussa doucement sur le canapé. Mademoiselle Mercier, vous êtes malade. Laissez quelqu'un vous aider. Où est la cuisine? Chloé. Si c'est pour que vous vous promeniez dans mon appartement, vous pouvez m'appeler Chloé. Et la cuisine est par là. Elle fit un geste vague. Léo trouva la petite cuisine et évalua la situation. Le garde-manger et le réfrigérateur étaient peu garnis, quelques boîtes de soupe, une demi-baguette, des œufs, des produits de base, mais rien de superflu. Il fit chauffer une soupe, prépara des toasts, et les apporta à Chloé avec un verre d'eau et la boîte d'antipyrétique qu'il avait trouvée dans l'armoire de la salle de bain. Quand avez-vous pris ça pour la dernière fois? Je ne me souviens plus. Alors ça fait assez longtemps. Prenez en deux. Chloé accepta les médicaments et la nourriture avec la gratitude épuisée de quelqu'un de trop malade pour continuer à protester. Manon était assise à côté de sa mère, observant Léo avec de grands yeux curieux. Vous allez rester pour notre rendez-vous, maintenant? Puisque vous êtes déjà là? Léo ne put s'empêcher de sourire. Manon, ta maman est trop malade pour un rendez-vous en ce moment. Elle a besoin de se reposer et de guérir. Mais tu pourrais rester et lui parler pendant qu'elle mange. C'est un peu comme un rendez-vous, non? Maman dit que les rendez-vous, c'est pour apprendre à se connaître. Chloé parut mortifiée. Manon, arrête. Monsieur Dubois en a déjà bien assez fait. Je suis sûr qu'il a d'autres choses à faire. La vérité était que Léo avait effectivement d'autres choses à faire. Une conférence téléphonique dans 1 heure, un dîner d'affaires plus tard, un emploi du temps qui ne semblait jamais avoir de faille. Mais en regardant cette mère célibataire en difficulté qui essayait de maintenir sa dignité malgré la maladie et l'épuisement, en regardant cette petite fille qui aimait sa mère au point de tout risquer pour l'aider, Léo découvrit qu'il n'avait aucune envie de partir. En fait, j'ai un peu de temps, dit-il en s'installant dans le fauteuil usé en face du canapé. Manon a raison. Les rendez-vous, c'est pour apprendre à se connaître, et nous avions bien un rendez-vous de prévu. Ce n'est pas le rendez-vous que j'avais imaginé, dit Chloé, mais il y avait une pointe d'humour dans sa voix malgré tout. Mais il est assurément mémorable. Alors, dites-moi, Chloé Mercier, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter un rendez-vous à l'aveugle avec un PDG que vous n'aviez jamais rencontré? Chloé prit une cuillerée de soupe avant de répondre. Honnêtement, c'est mon amie qui m'a convaincu. C'est elle qui a tout organisé, elle connaît votre assistante. Je ne suis sorti avec personne depuis mon divorce il y a 6 mois. J'ai été trop occupé à travailler, à m'occuper de Manon, et à essayer de comprendre comment être une mère célibataire. Mais mon ami m'a dit que je devais recommencer à vivre. Que Manon et moi méritions plus que de survivre en mode automatique. Et qu'espériez-vous de ce rendez-vous? Chloé resta silencieuse un instant. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui comprendrait que je suis un package deal avec une fille de 4 ans. Quelqu'un qui ne verrait pas la maternité célibataire comme un fardeau, mais comme une partie de qui je suis. Je n'espérais pas être sauvé ou soutenu financièrement.
Je voulais juste quelqu'un qui me voit comme une personne. Pas seulement comme une mère célibataire qui peine à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous enseignez? Demanda Léo. Le CE1, dans une école publique d'un petit village avec des ressources limitées. La plupart de mes élèves bénéficient de la cantine gratuite, et certains n'ont pas de logement stable. C'est un travail difficile et le salaire est terrible, mais ça compte. Ces enfants méritent quelqu'un qui voit leur potentiel, qui se bat pour eux. C'est pour ça que vous travaillez tard. Chloé s'interrompit. Manon vous l'a dit. Elle l'a fait. Elle m'a beaucoup parlé de vous. De la façon dont vous travaillez dur, de votre gentillesse, de la façon dont vous aidez vos voisins et faites du bénévolat à l'église même lorsque vous êtes épuisé. Elle est très fière de vous. Et je suis très fier d'elle aussi. Même quand elle prend des décisions incroyablement stupides qui me font mourir de peur. Manon, qui avait écouté tranquillement, intervint. Maman, est-ce que monsieur Léo peut revenir quand tu ne seras plus malade? Pour que vous ayez un vrai rendez-vous. Manon, ce n'est pas comme ça que ça marche. Monsieur Dubois a été incroyablement patient, mais je suis sûr qu'il n'a aucune envie de. En fait, interrompit Léo, j'aimerais beaucoup. Si cela vous intéresse, une fois que vous vous sentirez mieux, j'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai rendez-vous, sans situation médicale d'urgence ni sauvetage d'enfants de 4 ans courageuse mais mal avisée. Chloé le dévisagea. Pourquoi? Après tout ce chaos, pourquoi voudriez-vous me revoir? Parce que pendant l'heure que j'ai passée avec vous et Manon, j'en ai appris plus sur ce qui compte vraiment que pendant toute la dernière année de rendez-vous parfaitement agréable mais dénué de sens. Vous élevez une fille incroyable malgré des circonstances incroyables. Vous vous consacrez à un travail qui fait une différence, même s'il ne paie pas bien. Et vous ne m'avez pas demandé une seule chose, même si vous êtes clairement en difficulté. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous dînerez avec moi la semaine prochaine. Une fois que vous serez guéri. Dans un endroit agréable où nous pourrons parler sans la présence de Manon. Sans vouloir te vexer, Manon. Pas vexé du tout, dit joyeusement Manon. Maman a besoin de temps pour les grands parfois. Chloé rit malgré ses larmes. D'accord, oui. J'aimerais beaucoup. Léo resta encore une demi-heure, s'assurant que Chloé avait tout ce dont elle avait besoin, veillant à ce que Manon comprenne bien que ce qu'elle avait fait était dangereux et ne devait jamais être répété, et enregistrant son numéro dans le téléphone de Chloé au cas où elles auraient besoin de quoi que ce soit. Au moment de partir, Manon lui attrapa la main. Merci d'avoir été gentil avec ma maman et de ne pas avoir été fâché contre moi pour ma bêtise. De rien, Manon. Mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Fini les aventures en solitaire, d'accord? D'accord. Mais, monsieur Léo, je crois que maman et vous, vous allez beaucoup vous aimer. Elle a plus souri aujourd'hui qu'elle ne l'a fait depuis des mois. Même si elle est malade et que tout s'est mal passé, elle sourit quand même. Je crois que ça veut dire quelque chose de bien. Une semaine plus tard, Léo passa prendre Chloé pour leur véritable premier rendez-vous. Elle était guérie, portant la robe qu'elle avait prévu de mettre pour leur rencontre initiale, ses cheveux coiffés, magnifiques et nerveuses. Au cours d'un dîner dans un restaurant élégant mais chaleureux de la vallée de la Loire, ils parlèrent pendant des heures de leur enfance, de leur mariage raté, de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs rêves. Léo lui parla de la pression de diriger l'entreprise de son défunt père, du divorce d'avec une femme qui avait aimé son argent plus que lui-même. Chloé lui parla de sa passion pour l'enseignement, des défis de la parentalité en solo, de la reconstruction d'une vie après la trahison. Je dois être honnête avec vous, dit Chloé au dessert. Je ne sais pas comment fréquenter quelqu'un de votre niveau. Je vis dans un minuscule appartement. J'achète mes vêtements dans les braderies ou les petites boutiques locales. Je surveille chaque centime parce que je suis obligé. Et j'ai une fille qui sera toujours ma priorité absolue. Bien, dit Léo. Parce que je ne veux pas de quelqu'un qui est impressionné par l'argent. Je veux quelqu'un qui est impressionné par le caractère. Je veux quelqu'un dont les priorités sont au bon endroit. Quelqu'un comme vous. Ils se fréquentèrent pendant 1 an, prenant les choses lentement car tous deux avaient été blessés et parce que Chloé était prudente quant aux personnes qu'elle introduisait dans la vie de Manon. Mais Léo se montra digne de confiance, encore et encore. Il assista aux fêtes de l'école de Manon.
Il aida Chloé à faire ses courses sans jamais lui donner l'impression de faire la charité. Il lui parla comme à une égale, valorisa ses opinions, respecta ses limites. Et Manon, qui avait déclenché toute cette histoire avec son aventure courageuse bien que mal avisée, était leur plus grande supportrice. Pour le premier anniversaire du voyage en car de Manon, Léo les invita toutes les deux à dîner. À la fin du repas, il s'agenouilla d'abord devant Manon. « Manon Mercier, j'aimerais te demander.